Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de survie et d'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable histoire de Marcel Dubois, un homme simple des Vosges qui, en 1954, a construit un abri souterrain que tout son village a d'abord ridiculisé avant de le supplier de les accueillir lors du terrible hiver qui allait suivre. Cette histoire vraie illustre parfaitement comment la prévoyance et la détermination d'un seul homme peuvent sauver toute une communauté face aux forces impitoyables de la nature. Cette aventure nous enseigne que la sagesse populaire et l'expérience ancestrale valent parfois mieux que les certitudes modernes, et que ceux qu'on traite d'excentriques sont parfois les vrais visionnaires de leur époque. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de courage et d'ingéniosité. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces histoires inspirantes. Préparez-vous à découvrir comment un homme seul a défié les moqueries pour devenir le sauveur de tout un village. Paragraphe 1. L'automne 1954, dans le petit village de Sainte-Marie-aux-Mines, niché au cœur des Vosges alsaciennes, semblait s'annoncer comme tous les autres. Les 847 habitants de cette commune rurale, principalement constituée de forestiers, d'agriculteurs et de quelques artisans, vaquaient paisiblement à leurs occupations saisonnières. Récolte tardive, préparation du bois pour l'hiver, conserve familiale dans les caves voûtées des maisons centenaires. Rien ne laissait présager que cet hiver-là marquerait à jamais la mémoire collective locale et transformerait Marcel Dubois, modeste horticulteur de 52 ans, en héros légendaire de la vallée. Marcel Dubois n'était pas un homme qui attirait l'attention. Veuf depuis 3 ans, sans enfant, il vivait seul dans la maison familiale héritée de ses parents, une bâtisse de pierre du XVIIIe siècle située légèrement à l'écart du centre du village. Ancien combattant de la guerre de 1940, il avait passé 4 années dans les camps de prisonniers allemands, où il avait développé une obsession pour la survie et la préparation aux situations extrêmes. Cette expérience traumatisante l'avait marqué profondément, lui inculquant une méfiance permanente envers l'imprévisibilité du destin et un besoin compulsif de se préparer au pire. Depuis son retour de captivité en 1945, Marcel avait consacré ses loisirs à l'étude météorologique amateur et à la lecture obsessionnelle des almanachs populaires transmis de génération en génération dans les familles vosgiennes. Ces ouvrages ancestraux, mélange de sagesse empirique et de superstition paysanne, contenèrent des prédictions climatiques basées sur l'observation millénaire des cycles naturels. Marcel y avait découvert des corrélations troublantes entre certains phénomènes astronomiques, botaniques et météorologiques que la science officielle négligeait ou ignorait complètement. L'été 1954 avait présenté des signes que Marcel jugeait inquiétants selon ses grilles de lecture traditionnelles. La floraison exceptionnellement précoce des aubépines, la migration anormalement hâtive des oiseaux migrateurs, la production excessive de glands par les chênes locaux, tous ces indices convergeaient vers la même conclusion selon les almanachs. Un hiver d'une rigueur exceptionnelle se préparait. Les anciens savaient en lire la nature, répétait-il à qui voulait l'entendre. Ils avaient observé ces signes pendant des siècles avant nous. Mais Marcel ne se contentait pas d'observations passives. Dès le mois de juillet, il avait commencé à mettre en œuvre un projet qu'il mûrissait depuis plusieurs années, la construction d'un abri souterrain capable de résister aux pires conditions climatiques et de protéger un groupe important de personnes pendant plusieurs mois d'isolement total. Ce projet, inspiré à la fois par son expérience de prisonnier et par les traditions de survie paysanne, visait à créer un refuge autonome parfaitement camouflé dans la forêt proche de sa propriété. L'emplacement choisi révélait toute l'intelligence pratique de Marcel. Il avait sélectionné une clairière naturelle située à 200 mètres de sa maison, protégée des vents dominants par un bosquet de sapins centenaires, et surtout alimentée par une source naturelle qui ne tarissait jamais, même pendant les sécheresses les plus sévères. Cette source, connue des seuls anciens du village, avait jadis alimenté un moulin disparu au XIXe siècle et gardait un débit constant de 3 litres par minute, suffisant pour alimenter une petite communauté.
La construction de l'abri nécessita 3 mois de travail acharné que Marcel effectua seul, principalement de nuit et à l'aube pour échapper aux regards indiscrets. Il creusa manuellement une excavation de 8 mètres sur 12 mètres, profonde de 3 mètres, qu'il étaya soigneusement avec des poutres de chêne récupérées dans d'anciennes granges en démolition. Cette technique traditionnelle, utilisée depuis des siècles pour les caves et les tunnels de la région, garantissait une solidité séculaire et une parfaite intégration dans l'environnement naturel. Le système de ventilation témoignait de l'ingéniosité de Marcel et de sa connaissance des techniques ancestrales. Il installa un réseau de conduits discrets camouflés dans des souches d'arbres artificiels qu'il fabriqua lui-même, permettant une circulation d'air constante sans révéler l'existence de l'abri. Ces conduits, inspirés des systèmes utilisés par les contrebandiers vosgiens du XVIIIe siècle, assuraient un renouvellement parfait de l'atmosphère souterraine, tout en maintenant une température stable autour de 12 degrés Celsius. L'approvisionnement de l'abri révélait la méticulosité exceptionnelle de Marcel. Il accumula progressivement des réserves considérables. 500 kilos de pommes de terre stockées dans des caisses de sable, 200 kilos de légumes conservés selon les méthodes traditionnelles vosgiennes, 150 kilos de viande fumée et salée selon les recettes familiales, plus de 1000 litres d'eau potable dans des jarres de grès, 200 kilos de farine, des réserves de sel, d'huile, de miel, et même une pharmacie naturelle, constituée de plantes médicinales séchées et de remèdes traditionnels préparés selon les recettes de sa grand-mère. L'équipement de l'abri combinait ingénieusement techniques traditionnelles et innovations modernes. Marcel y installa un poêle de fonte récupéré, un système de couchage pour 20 personnes, avec des matelas de paille et des couvertures de laine, un atelier de réparation avec tous les outils nécessaires, une bibliothèque de survie contenant manuels pratiques et ouvrages de distraction, et même un stock de jeux et de matériel éducatif pour occuper les enfants pendant un éventuel confinement prolongé. Mais ce qui distinguait vraiment cet abri, c'était sa conception psychologique. Marcel avait prévu non seulement la survie physique, mais aussi l'équilibre mental d'un groupe isolé pendant des mois. Il avait aménagé des espaces de vie séparés pour préserver l'intimité, des zones de travail pour maintenir l'activité et même une petite chapelle rustique où les croyants pourraient trouver réconfort spirituel. Cette attention aux besoins humains globaux révélait une compréhension profonde de la nature humaine forgée par ces années de captivité. Druryaf, paragraphe 2. La découverte de l'abri par les villageois de Sainte-Marie-aux-Mines se fit progressivement au cours du mois d'octobre 1954, déclenchant d'abord la curiosité, puis rapidement la moquerie et le sarcasme de la quasi-totalité de la population locale. Le facteur Émile Rousseau fut le premier à remarquer les allées et venues nocturnes de Marcel vers la forêt, puis à découvrir fortuitement l'entrée camouflée de l'abri lors d'une promenade dominicale. Sa révélation au café du village déclencha une série de visites clandestines qui transformèrent rapidement le projet secret de Marcel en attraction locale dérisoire. Dubois est devenu complètement fou, s'exclamait Henri Muller, le maire du village, lors du conseil municipal d'octobre. Il se prend pour Robinson Crusoe et creuse des trous dans la forêt. À son âge, il devrait s'occuper de ses légumes au lieu de jouer aux petits soldats. Cette réaction du premier magistrat local donnait le ton de l'opinion publique villageoise et légitimait les moqueries de plus en plus cruelles qui s'abattaient sur Marcel. Jeanne Bertrand, institutrice du village et figure respectée de la communauté locale, analysait la situation avec la condescendance bienveillante des intellectuels de l'époque. Le pauvre Marcel n'a jamais surmonté son traumatisme de guerre. Il vit dans l'angoisse permanente et construit ce bunker pour se rassurer psychologiquement. C'est touchant mais complètement irrationnel. Nous sommes en 1954, pas en 1940. Il n'y a plus de guerre, et l'hiver vosgien n'a jamais tué personne dans notre vallée protégée. Les commentaires les plus féroces venaient paradoxalement des anciens combattants du village qui accusaient Marcel d'exagérer dramatiquement les risques pour attirer l'attention sur lui. « Nous avons tous fait la guerre », grondait Auguste Zimmermann, ancien sergent du 15e RTA, mais nous ne construisons pas des abris anti-atomiques pour autant. Marcel cherche à se rendre intéressant avec ses histoires d'apocalypse. C'est de la comédie pure et simple.
Cette hostilité des pères révélait combien l'originalité dérangeait dans une communauté rurale traditionnelle. Les femmes du village, traditionnellement gardiennes de la sagesse domestique, se montraient particulièrement sceptiques devant les prétentions météorologiques de Marcel. « Mes grands-mères prédisaient le temps aussi bien que lui », ironisait Marie Schneider, épicière du village, « mais elles ne creusaient pas des caves pour autant. Et puis, nous avons la radio maintenant, et Météo France annonce un hiver normal. Qui croire? Les scientifiques modernes ou les lubies d'un célibataire trop seul. » Les enfants du village transformèrent l'abri de Marcel en terrain de jeu et en objet de plaisanterie cruelle. Ils organisaient des expéditions pour épier l'homme des cavernes et inventaient des chansons moqueuses. Marcel Dubois, dans son trou noir, attend la fin du monde tous les soirs. Ces moqueries enfantines, encouragées par l'indifférence amusée des adultes, ajoutaient une dimension particulièrement blessante aux humiliations quotidiennes subies par Marcel. Le curé du village, l'abbé Thoman, homme cultivé et respecté, portait un jugement sévère sur ce qu'il considérait comme une manifestation d'orgueil et de manque de foi. Marcel refuse de s'en remettre à la providence divine. Il croit pouvoir contrôler son destin par ses préparatifs matériels. C'est le péché d'orgueil dans toute sa splendeur. Un vrai chrétien doit accepter les épreuves que Dieu lui envoie, pas construire des cachettes pour les éviter. Cette condamnation morale achevait de marginaliser Marcel dans sa propre communauté. Les artisans locaux, pourtant habitués à respecter le travail manuel bien fait, critiquaient vertement les méthodes de construction employées par Marcel. Il utilise des techniques du Moyen Âge, se moquait Robert Klein, maçon du village. Avec tous les matériaux modernes disponibles, il s'obstine à faire du rustique. Son abri s'effondrera dès les premières pluies d'automne. C'est de l'argent et du temps perdu pour une construction qui ne tiendra pas l'hiver. Les agriculteurs locaux, experts autoproclamés en prévision météorologique, rejetaient catégoriquement les prédictions alarmistes de Marcel. « Nos cultures se portent bien », affirmait Paul Weiss, principal exploitant agricole de la commune. « Nos bêtes ne montrent aucun signe d'inquiétude et la végétation évolue normalement. Tous ces prétendus signes qu'il observe, c'est de la superstition de bonne femme. L'agriculture moderne ne se fie pas aux phases de la Lune et au comportement des écureuils. » La presse locale s'empara de l'histoire avec l'ironie condescendante caractéristique du journalisme de l'époque. Le journal L'Alsace publia un article titré « L'ermite de Sainte-Marie prépare la fin du monde » qui ridiculisait ouvertement Marcel et ses préparatifs. Ce traitement médiatique, bien qu'apparemment anodin, humiliait profondément Marcel et légitimait aux yeux de l'opinion régionale les moqueries dont il était victime dans son propre village. Face à ce déluge de sarcasme et d'incompréhension, Marcel adoptait une attitude de dignité stoïque qui forçait paradoxalement le respect même de ses détracteurs les plus acharnés. « Riez tant que vous voulez », répondait-il calmement aux plaisanteries. « Mais quand l'hiver montrera son vrai visage, vous saurez où me trouver. » Cette sérénité face à l'adversité révélait une conviction profonde qui commençait à troubler secrètement certains villageois moins sûrs de leur certitude que leurs discours ne le laissèrent paraître. Cependant, Marcel ne se contentait pas de subir passivement ces humiliations. Il continuait méthodiquement ses préparatifs, perfectionnant sans cesse son abri et accumulant des provisions supplémentaires selon un plan minutieusement établi. Cette persévérance tranquille face aux moqueries générales impressionnait malgré eux certains observateurs qui commençaient à se demander si Marcel ne savait pas quelque chose qu'ils ignoraient ou s'ils ne percevaient pas des signes que leur modernité satisfaite les empêchait de voir. Nomdemir, paragraphe 3. Novembre 1954 apporta les premiers signes avant-coureurs qui auraient dû alerter les habitants de Sainte-Marie-aux-Mines, mais que seul Marcel interpréta correctement grâce à sa connaissance approfondie des almanachs traditionnels et à son observation minutieuse de la nature environnante. Le mois commença par une série de phénomènes météorologiques inhabituels. Alternance brutale entre journées anormalement douces et nuits glaciales. Brouillard persistant à des heures inattendues. Comportements erratiques des animaux domestiques qui refusaient de sortir de leurs étables malgré des températures clémentes.
Les oiseaux migrateurs retardataires manifestaient des comportements troublants que Marcel notait méticuleusement dans son carnet d'observation. Les grives et les merles, habituellement partis depuis octobre, s'attardaient dans la vallée avec une agitation visible, incapables apparemment de prendre leur envol définitif vers le sud. « Ils sentent quelque chose dans l'air », expliquait Marcel à qui voulait l'entendre. Leurs instincts millénaires leur disent que partir maintenant serait se jeter dans un piège mortel. Mais ces explications ne suscitaient que nouveaux sarcasmes de la part des villageois. La végétation elle-même donnait des signes d'alarme que Marcel était le seul à déchiffrer. Les arbres de la forêt vosgienne perdaient leurs feuilles avec une rapidité anormale, comme pressés de se mettre en état de dormance profonde. Les champignons tardifs proliféraient de façon exceptionnelle, phénomène que les almanachs ancestraux associaient traditionnellement aux hivers de grande rigueur. Plus troublant encore, les écureuils accumulaient des réserves de noix et de glands dans des proportions jamais observées, comme s'ils se préparaient à un siège prolongé. Le 15 novembre, Marcel découvrit un phénomène qui le conforta définitivement dans ses prévisions alarmistes. Les sources habituelles de la montagne coulaient avec un débit anormalement faible, signe selon les croyances populaires que l'eau se cache profondément pour échapper au gel qui va tout saisir. Cette observation, qu'il tenta de partager avec le garde forestier local, fut accueillie par un haussement d'épaules méprisant. Dubois voit des catastrophes partout, une petite sécheresse automnale et voilà qu'il prédit le déluge. Mais Marcel ne se contentait pas d'observer passivement ces signes précurseurs. Il intensifia ses préparatifs avec une urgence croissante, perfectionnant les moindres détails de son système de survie. Il testa minutieusement son système de chauffage souterrain, vérifia l'étanchéité de toutes ses réserves alimentaires et surtout, améliora son système de camouflage pour rendre l'abri totalement invisible, même sous la neige. Cette dernière précaution révélait qu'il anticipait des conditions si extrêmes que la neige masquerait complètement le paysage habituel. Le comportement des animaux domestiques du village confirmait les inquiétudes de Marcel. Les vaches de l'élevage Weiss refusaient obstinément de sortir de leur étable malgré des températures encore clémentes, obligeant l'agriculteur à les forcer dehors pour qu'elles broutent l'herbe encore abondante. Les chevaux de trait du village manifestaient une nervosité inhabituelle, hennissant sans raison apparente et refusant de travailler normalement. Même les chats et les chiens du village adoptaient des comportements étranges, cherchant constamment des abris et des cachettes, comme s'ils pressentaient un danger imminent. Marcel tentait désespérément de sensibiliser au moins quelques villageois aux signes qu'il observait, mais ses efforts se heurtaient à un mur d'incompréhension et de scepticisme. « Regardez vos propres bêtes », suppliait-il Paul Weiss. « Elles savent ce qui vient. Elles se préparent instinctivement à quelque chose que nous, humains civilisés, avons oublié comment percevoir. » Mais l'agriculteur rejetait ces observations avec agacement. « Mes vaches sont peut-être un peu paresseuses, mais cela ne signifie pas que la fin du monde approche. » Les prévisions météorologiques officielles de novembre 1954 annonçaient un hiver normal pour l'Alsace, avec des températures moyennes et des précipitations dans la norme saisonnière. Ces prédictions scientifiques rassurantes confortaient les villageois dans leur scepticisme envers Marcel et ses méthodes traditionnelles. Météo France dispose d'instruments modernes et de données satellites, argumentait l'institutrice Jeanne Bertrand, tandis que Marcel se fie aux superstitions de nos arrière-grands-mères. Qui faut-il croire au XXe siècle? Cependant, Marcel avait remarqué des détails que la météorologie officielle négligeait. Les variations de pression atmosphérique, qu'il mesurait avec un baromètre artisanal hérité de son grand-père, montraient des oscillations anormales qui présageaient selon lui des bouleversements climatiques majeurs. De plus, l'observation des formations nuageuses révélait des structures inhabituelles que les almanachs associaient traditionnellement aux hivers de malheur, qui marquaient la mémoire collective régionale. Le 20 novembre, un incident apparemment anodin convainquit Marcel que l'épreuve était imminente. Un vol de corneilles, normalement sédentaire dans la région, abandonna brutalement la vallée,
en poussant des cris d'alarme que les anciens du village auraient immédiatement interprétés comme un signal de catastrophe naturelle imminente. Mais les habitants de 1954, coupés de leurs traditions ancestrales par la modernité triomphante, ne prêtaient de plus attention à ces messages que la nature leur adressait pourtant clairement. Marcel intensifia alors ses derniers préparatifs avec une fébrilité contenue. Il compléta ses réserves alimentaires, testa une dernière fois tous ses équipements de survie et surtout prépara psychologiquement à l'isolement prolongé que les prochains mois allaient probablement imposer. Il rédigea même un testament moral où il expliquait ses motivations et ses méthodes, document qu'il destinait à la postérité pour que son expérience serve d'enseignement aux générations futures qui pourraient affronter des épreuves similaires. Ces derniers jours de novembre créèrent chez Marcel un mélange de sérénité et d'appréhension. Sérénité parce qu'il avait fait tout ce qui était humainement possible pour se préparer à l'épreuve qui approchait. Appréhension parce qu'il mesurait l'ampleur probable de la catastrophe qui allait frapper sa communauté et qu'il ne pouvait sauver malgré ses avertissements répétés. Cette solitude face à l'incompréhension générale constituait peut-être l'aspect le plus douloureux de son calvaire, mais elle forgeait aussi sa détermination à prouver par l'exemple que la sagesse traditionnelle valait mieux que les certitudes modernes. Paragraphe 4. Le 1er décembre 1954 marqua le début de ce qui allait rester dans les annales météorologiques comme l'un des hivers les plus rigoureux et les plus meurtriers du XXe siècle en Europe occidentale. Ce matin-là, les habitants de Sainte-Marie-aux-Mines se réveillèrent sous un ciel d'un gris métallique inhabituel, traversé de nuages aux formes menaçantes que Marcel reconnut immédiatement comme les chevaux de l'Apocalypse blanc décrits dans les almanachs ancestraux. La température avait chuté de 15 degrés en une seule nuit, passant de +8 degrés à 7 degrés à froid, plongeant brutalement la vallée dans un froid sibérien qui n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. À 14h30 précise, les premiers flocons commencèrent à tomber, mais d'une manière que personne n'avait jamais observée auparavant dans la région. Ces flocons, anormalement gros et lourds, tombaient avec une densité et une régularité mécanique qui évoquait plus une machine industrielle qu'un phénomène naturel. Marcel, observant depuis la fenêtre de sa cuisine cette neige peu commune, murmura pour lui-même. Voilà le vrai visage de l'hiver de 1954. Ce que nous avons vécu jusqu'ici n'était que les préliminaires. Il enfila immédiatement ses vêtements de protection et se dirigea vers son abri pour les ultimes vérifications. En quelques heures, la neige atteignit une épaisseur de 30 cm, paralysant complètement la circulation dans le village. Le facteur Émile Rousseau ne put effectuer sa tournée habituelle. Les voitures restèrent bloquées dans les chemins, et même les habitants les plus aguerris au climat vosgien comprirent qu'ils assistaient à un phénomène météorologique exceptionnel. Ce n'est qu'un début, prévenait Marcel en croisant ses voisins qui tentaient de dégager leurs portes. D'ici demain, nous en aurons 3 fois plus. Le maire Henri Müller convoqua une réunion d'urgence au café du village pour organiser l'entraide communale face à cette situation inattendue. « Ce n'est qu'une grosse chute de neige », déclarait-il pour rassurer les habitants inquiets. « Nous avons connu pire en 1929 et en 1942. Il suffit de s'organiser et de patienter quelques jours. Les chasse-neige départementaux vont rapidement dégager les routes principales. » Cette confiance dans l'efficacité des services publics modernes contrastait dramatiquement avec les prédictions pessimistes de Marcel que plus personne n'écoutait. La nuit du 1er au 2 décembre transforma complètement le paysage de Sainte-Marie-aux-Mines. La neige continua de tomber avec une intensité constante, accompagnée d'un vent glacial qui créait des congères impressionnantes et rendait la température ressentie insupportable. Au matin du 2 décembre, la couche de neige atteignait 80 cm, et surtout, elle était surmontée d'une croûte de verglas qui la rendait impraticable, même avec des raquettes. Plusieurs habitants tentèrent de sortir pour nourrir leurs bêtes et faillirent se perdre dans la tourmente blanche. Marcel, qui avait passé la nuit dans son abri pour tester ses conditions de vie réelles, observait depuis l'un de ses postes d'observation camouflés l'évolution dramatique de la situation au village. Les cheminées fumaient anormalement, signe que les habitants surconsommaient déjà leurs réserves de combustible face au froid exceptionnel.
Les animaux domestiques, qu'on entendait mugir et hennir malgré la distance, manifestaient une détresse croissante dans des étables mal préparées à de telles conditions extrêmes. Le 3 décembre apporta la première véritable prise de conscience de la gravité de la situation. Les lignes téléphoniques, surchargées par le poids du verglas, commencèrent à céder les unes après les autres, isolant progressivement le village du monde extérieur. L'électricité connut ses premières pannes, d'abord intermittentes, puis de plus en plus prolongées. Plus grave encore, les routes d'accès au village devinrent totalement impraticables, même pour les véhicules spécialisés du service des ponts et chaussées. L'épicerie de Marie Schneider fut littéralement prise d'assaut par des villageois qui commençaient enfin à mesurer l'ampleur du problème. En quelques heures, ces réserves de conserves, de bougies, de pétrole et de produits de première nécessité furent épuisées. « Je n'ai jamais vu ça en 30 ans de commerce », avoua-t-elle. Bouleversés, les gens achètent comme si c'était la guerre. Cette ruée révélait que les habitants prenaient enfin conscience de leur impréparation face à une situation de survie prolongée. Le système de chauffage du village, principalement basé sur des poêles à bois individuels et quelques rares installations au fioul, se révéla rapidement insuffisant face aux températures qui continuaient de chuter. Le thermomètre atteignit 18 degrés le 4 décembre, température jamais enregistrée à cette époque de l'année dans la vallée. Les réserves de bois, prévues pour un hiver normal, s'amenuisaient dangereusement alors que décembre ne faisait que commencer. Plusieurs familles commencèrent à brûler leurs meubles pour maintenir une température vivable dans leurs habitations. La situation des personnes âgées et isolées devint rapidement critique. Madame Eugénie Keller, veuve de 82 ans vivant seule dans une maison mal isolée, fut découverte le 5 décembre dans un état d'hypothermie avancé par ses voisins qui s'inquiétaient de ne plus voir de fumée sortir de sa cheminée. Cette première alerte médicale grave révéla la vulnérabilité extrême de la population face à des conditions climatiques pour lesquelles elle n'était absolument pas préparée. Les animaux domestiques commencèrent à payer un lourd tribut à ces conditions exceptionnelles. Plusieurs vaches de l'exploitation Weiss moururent de froid malgré les efforts désespérés de l'agriculteur pour chauffer tant bien que mal ses étables. Les chevaux, pourtant réputés résistants, montraient des signes de souffrance extrême qui inquiétaient leurs propriétaires. Même les chiens et les chats, habituellement adaptés au climat local, cherchaient désespérément des refuges chauffés et réclamaient une nourriture plus énergétique que leur maître ne pouvait plus leur fournir. C'est dans cette atmosphère de panique croissante que quelques villageois commencèrent à repenser aux avertissements de Marcel et à son abri souterrain qu'ils avaient tant ridiculisé. Peut-être, murmura timidement l'institutrice Jeanne Bertrand lors d'une conversation avec ses collègues, que Marcel avait vu juste avec ses prédictions. Peut-être que nous aurions dû l'écouter au lieu de nous moquer de lui. Cette première fissure dans le mur de certitude collective annonçait le renversement complet de perspective qui allait bientôt transformer Marcel Defou du village en sauveur providentiel. Dialoga, paragraphe 5. Le 8 décembre 1954 marqua un tournant dramatique dans l'épreuve que traversait Sainte-Marie-aux-Mines. Ce jour-là, la température descendit à 23 degrés, record absolu pour la région, tandis qu'une nouvelle tempête de neige d'une violence inouïe s'abattait sur la vallée, déjà ensevelie sous plus d'1 mètre de neige tassée. Le vent soufflait en rafales de 80 km/h, créant des congères de 3 mètres de hauteur qui masquaient complètement certaines maisons et rendaient toute circulation extérieure littéralement impossible. C'est ce matin-là que Henri Muller, le maire jusque-là confiant, dut admettre l'évidence. Son village était totalement coupé du monde et livré à ses seules ressources pour une durée indéterminée. La panne générale d'électricité survenue dans la nuit transforma chaque foyer en zone de combat contre le froid mortel. Les familles se regroupèrent dans les pièces les plus petites, fermant les autres parties de leur maison devenues inhabitables et brûlèrent tout ce qui pouvait l'être pour maintenir une température de survie. Les réserves de bois s'épuisaient à vue d'œil, obligeant les habitants à sacrifier leurs meubles, leurs livres et même leurs cadres de fenêtres pour alimenter des feux de fortune. L'eau gelait dans les canalisations malgré les précautions,
privant progressivement le village d'eau courante. Auguste Zimmermann, l'ancien combattant qui s'était montré le plus féroce dans ses critiques envers Marcel, fut le premier à céder. Sa maison mal isolée et ses réserves de combustible épuisées étaient devenues un piège mortel pour lui et sa femme septuagénaire. Vers 10 heures du matin, bravant la tempête et risquant sa vie dans la neige qui lui arrivait à la taille, il parvint difficilement jusqu'à la propriété de Marcel. « Du bois !» cria-t-il en tambourinant à la porte. « Ma femme va mourir de froid. Tu avais raison, nous avions tort. S'il te plaît, aide-nous !» Marcel, qui surveillait discrètement l'évolution de la situation au village depuis ses postes d'observation, accueillit Auguste sans le moindre reproche, malgré les humiliations subies pendant des mois. « Suivez-moi, dit-il simplement, et amenez votre épouse. Il y a de la place pour tout le monde dans l'abri. » Cette générosité immédiate, cette absence totale d'esprit de vengeance touchèrent profondément l'ancien sergent, qui découvrait la grandeur d'âme de celui qu'il avait si injustement méprisé. La descente dans l'abri souterrain révéla aux époux Zimmermann un monde qu'ils n'auraient jamais imaginé. L'atmosphère y était tiède et confortable, à 14 degrés constants. L'éclairage était assuré par des lampes à pétrole qui diffusaient une lumière chaude et rassurante. L'air était pur grâce au système de ventilation ingénieux. Et surtout, des réserves alimentaires considérables s'étalèrent le long des murs, témoignant d'une prévoyance extraordinaire. « Mon Dieu !» murmura Auguste. « C'est un vrai palais souterrain. Comment avons-nous pu être si aveugles ?» L'épouse d'Auguste, Gerta, qui frôlait l'hypothermie mortelle, retrouva rapidement des couleurs et des forces dans la chaleur bienfaisante de l'abri. Marcel l'installa confortablement sur un lit de camp équipé de couvertures chaudes et lui prépara une tisane de plantes médicinales de sa pharmacie naturelle. Cette sollicitude attentive, cette compétence médicale empirique, révélait une face de Marcel que les villageois n'avaient jamais soupçonnée, celle d'un homme profondément humain et généreux, malgré les blessures infligées par l'incompréhension collective. Vers midi, Paul Weiss, l'agriculteur qui avait perdu une partie de son bétail et voyait sa famille en danger, vint frapper à son tour à la porte de Marcel. Sa fierté d'exploitant prospère s'effritait face à la réalité impitoyable. Ses étables mal chauffées devenaient des mouroirs, ses réserves de foin gelaient, et ses enfants commençaient à montrer des signes d'affaiblissement. « Marcel, avoua-t-il humblement, j'ai besoin de ton aide. Mes bêtes crèvent et ma famille a froid. Peux-tu nous accueillir ?» Cette demande de secours de la part de l'un de ses détracteurs les plus acharnés émut Marcel qui accepta immédiatement. L'après-midi vit affluer d'autres familles, vers l'abri de Marcel. L'institutrice Jeanne Bertrand, accompagnée de 3 enfants orphelins qu'elle avait pris sous sa protection. Marie Schneider, l'épicière dont le magasin était devenu inhabitable, le garde forestier et sa famille, tous venaient implorer l'aide de celui qu'ils avaient tourné en dérision quelques semaines plus tôt. À chaque nouvelle arrivée, Marcel accueillait les réfugiés avec la même simplicité bienveillante, organisant méthodiquement l'installation de cette communauté de survie improvisée. La transformation de l'abri en refuge collectif révéla toute la génialité de la conception de Marcel. Les espaces de vie s'adaptaient parfaitement à l'accueil de familles nombreuses. Le système de chauffage maintenait une température confortable, malgré la présence de 23 personnes. Les réserves alimentaires s'avéraient largement suffisantes pour nourrir tout le monde pendant des mois, et surtout, l'organisation sociale prévue par Marcel fonctionnait naturellement, chacun trouvant spontanément sa place et son rôle dans cette micro-société souterraine. L'émotion la plus forte fut celle du curé Thomann, qui arriva en fin de journée, gelé et épuisé, portant dans ses bras la vieille Madame Keller qui l'avait sauvé d'une mort certaine. « Mon fils, dit-il à Marcel les larmes aux yeux, pardonnez-moi mes jugements hâtifs. Dieu vous a donné la grâce de la prévoyance et nous avons eu l'orgueil de la mépriser. Vous êtes un instrument de la providence divine. » Cette reconnaissance du représentant de Dieu bouleversa Marcel qui avait souffert particulièrement de la condamnation morale de l'Église. À la tombée de la nuit du 8 décembre, l'abri de Marcel abritait 27 personnes de tous âges, depuis le petit Jean Weiss de 3 ans jusqu'à Madame Keller de 82 ans. Cette communauté hétéroclite, rassemblée par la nécessité et unie dans l'épreuve,
découvrait avec émerveillement qu'elle pouvait non seulement survivre, mais vivre dignement dans ce refuge que tous avaient méprisé. La chaleur humaine qui régnait désormais dans l'abri contrastait douloureusement avec le froid mortel qui sévissait à l'extérieur et qui continuait de faire des victimes parmi ceux qui s'obstinaient encore à rester chez eux. Marcel, observant cette petite société qu'il avait sauvée de la catastrophe, éprouvait un mélange de satisfaction et de mélancolie. Satisfaction de voir que son travail et sa prévoyance servaient enfin à quelque chose d'utile et de noble. Mélancolie de constater qu'il avait fallu une catastrophe pour que ses concitoyens reconnaissent sa valeur et acceptent de partager son refuge. Il aura fallu l'hiver le plus dur du siècle, pensait-il, pour que mes voisins découvrent que la sagesse ancestrale valait mieux que les certitudes modernes. Et oui, paragraphe 6. La vie quotidienne dans l'abri souterrain de Marcel s'organisa rapidement selon les principes communautaires que celui-ci avait prévus et que la nécessité rendait naturels. Chaque famille disposait d'un espace de vie privé délimité par des tentures de toile, tandis que les zones communes, cuisine, salle à manger, atelier, bibliothèque, servaient aux activités collectives. Cette organisation spatiale, inspirée des traditions monastiques que Marcel connaissait bien, permettait de préserver l'intimité familiale tout en maintenant la cohésion sociale indispensable à la survie d'un groupe confiné dans un espace restreint pendant une durée indéterminée. L'emploi du temps de cette communauté souterraine révélait la sagesse pratique et psychologique de Marcel. Les journées commençaient par un petit déjeuner collectif où chacun recevait sa ration équilibrée calculée pour maintenir santé et morale. Puis s'enchaînaient les activités productives, entretien de l'abri, préparation des repas, travaux artisanaux, soins aux malades, éducation des enfants. L'après-midi était consacré aux loisirs communautaires, lecture, jeux, chants, conversations, qui maintenaient l'esprit et resserraient les liens sociaux. Cette rythmique équilibrée empêchait la dépression et les conflits qui naissent habituellement de l'oisiveté forcée. L'alimentation dans l'abri témoignait de la prévoyance extraordinaire de Marcel et de sa connaissance des besoins nutritionnels d'une communauté en situation de survie. Les repas, préparés à tour de rôle par les femmes du groupe, combinaient intelligemment les conserves modernes et les préparations traditionnelles vosgiennes. Soupe de légumes séchés enrichie de lard fumé, ragoût de viande salée aux pommes de terre, pain confectionné avec la farine stockée, tisane de plantes médicinales pour maintenir la santé. Ces menus rustiques mais équilibrés maintenaient parfaitement la condition physique de tous les réfugiés. L'éducation des enfants dans l'abri révéla des talents pédagogiques insoupçonnés chez Marcel. Chaque matin, il rassemblait les 6 enfants présents, de 3 à 14 ans, pour des leçons pratiques sur la survie, l'observation de la nature, l'histoire locale, les techniques artisanales traditionnelles. Ces enseignements, infiniment plus concrets et passionnants que l'école classique, captivaient les jeunes esprits et leur transmettaient des savoirs ancestraux que la modernité avait oubliés. « Oncle Marcel nous apprend des choses vraiment utiles », déclarait la petite Suzanne Weiss, pas comme à l'école où on apprend des trucs qu'on oublie après. La pharmacie naturelle de Marcel se révéla providentielle pour soigner les petits maux et malaises qui affectaient inévitablement la communauté confinée. Tisane de tilleul pour les insomnies, cataplasme d'argile pour les douleurs articulaires, décoction d'écorce de saule pour les fièvres, onguent de plantes pour les gerçures. Cette médecine traditionnelle, transmise par sa grand-mère et enrichie de ses lectures, maintenait efficacement la santé collective sans aucun recours aux médicaments modernes devenus inaccessibles. La bibliothèque de l'abri, constituée de livres pratiques et d'ouvrages de distraction soigneusement sélectionnés, servait de refuge intellectuel à cette communauté coupée du monde extérieur. Les soirées de lecture collective, où Marcel ou l'institutrice Jeanne Bertrand lisaient à voix haute des romans d'aventure ou des récits historiques, créaient une atmosphère chaleureuse qui faisait oublier temporairement la situation précaire. Ces moments de culture partagée renforçaient la cohésion du groupe et maintenaient un lien avec la civilisation temporairement disparue. L'atelier de l'abri permettait de maintenir en état tout l'équipement nécessaire à la survie et même de fabriquer de nouveaux objets utiles avec les matériaux disponibles. Les hommes du groupe, sous la direction de Marcel, réparaient les vêtements usés,
fabriquaient des ustensiles de cuisine en bois, construisaient des jouets pour les enfants, entretenaient les lampes et les outils. Cette activité productive, au-delà de son utilité pratique, satisfaisait le besoin psychologique de création et d'accomplissement qui caractérise l'être humain. La communication avec l'extérieur se limitait aux observations discrètes que Marcel effectuait depuis ses postes de guet camouflés. Ces sorties périlleuses, effectuées uniquement par temps relativement clément, révélaient l'aggravation constante de la situation au village. Plusieurs maisons montraient des signes d'abandon. Plus de fumée aux cheminées, volets fermés, accumulation de neige devant les portes, suggérant que leurs occupants avaient soit péri, soit tenté de fuir vers des refuges extérieurs au village. Les nouvelles les plus dramatiques concernaient le secteur de la mairie et de l'école, où subsistait encore une communauté de résistants menée par le maire Henri Muller. Ces irréductibles, par fierté ou par obstination, refusaient d'abandonner leur domicile et tentaient de survivre avec leurs seules ressources rapidement épuisées. Marcel observait avec inquiétude la fumée de plus en plus ténue qui s'échappait de ces derniers foyers de résistance, signe que leurs occupants brûlaient leurs dernières réserves de combustible. La question la plus angoissante pour la communauté de l'abri concernait la durée probable de leur confinement. Les prévisions météorologiques traditionnelles que consultait Marcel suggéraient que cet hiver exceptionnel pourrait durer jusqu'en mars, soit encore 3 mois d'isolement complet. Cette perspective, bien que redoutable, ne l'inquiétait pas outre mesure car ses réserves étaient calculées pour nourrir 30 personnes pendant 6 mois. Cependant, l'angoisse psychologique de cette durée indéterminée commençait à peser sur certains membres du groupe, particulièrement sur les adultes habitués à une vie sociale active. Marcel gérait ces tensions naissantes avec la sagesse d'un véritable chef de communauté. Il organisait des assemblées démocratiques où chacun pouvait exprimer ses inquiétudes et proposer des améliorations à la vie collective. Il distribuait équitablement les responsabilités pour que chacun se sente utile et valorisé. Il maintenait un optimisme de principe tout en préparant discrètement le groupe aux épreuves qui pouvaient encore l'attendre. Cette gestion humaine exceptionnelle révélait chez cet homme simple des qualités de leader naturel que nul n'avait soupçonnées. Yad Kamve, paragraphe 7. Le 20 décembre 1954 marqua un tournant psychologique décisif dans la vie de la communauté souterraine quand Marcel décida d'organiser une mission de sauvetage vers les derniers irréductibles du village qui tentaient encore de survivre dans leur domicile devenu des pièges mortels. Cette décision courageuse, motivée par un sens aigu de la solidarité humaine, révéla pleinement la grandeur de caractère de cet homme qui avait pardonné toutes les humiliations pour ne retenir que son devoir d'entraide envers ses concitoyens en détresse. L'expédition de secours nécessita une préparation minutieuse car les conditions extérieures atteignaient des sommets d'hostilité. 28 degrés au thermomètre, vent violent créant une température ressentie de 40 degrés. Visibilité quasi nulle dans la poudrerie, neige accumulée sur plus de 2 mètres d'épaisseur avec une croûte de verglas rendant la progression extrêmement périlleuse. Marcel confectionna des raquettes artisanales avec du bois et des cordes, prépara des traîneaux de fortune pour transporter d'éventuels blessés, et surtout constitua des réserves de vivres chauds et de vêtements supplémentaires pour les victimes qu'ils espéraient ramener vivantes. Auguste Zimmermann et Paul Weiss, honteux de leur lâcheté passée envers Marcel, insistèrent pour l'accompagner dans cette mission périlleuse malgré les risques mortels que représentait une sortie prolongée par de telles conditions. « Tu nous as sauvés », déclara Auguste avec émotion. « Maintenant, c'est à nous de t'aider à sauver les autres. Nous te devons au moins ça. » Cette solidarité retrouvée, cette fraternité née de l'épreuve partagée témoignait de la transformation morale de ces hommes que la catastrophe avait révélée à eux-mêmes. La première maison visitée fut celle de Robert Klein, le maçon, qui s'était moqué des méthodes de construction archaïques de Marcel. Ils trouvèrent l'artisan et sa famille réfugiés dans leur cuisine, seule pièce encore chauffable de leur maison, brûlant leurs derniers meubles dans un poêle de fortune qui diffusait plus de fumée que de chaleur. Robert, amaigri et épuisé, accueillit ses sauveteurs avec des larmes de reconnaissance. « Marcel, pardonne-moi mes moqueries stupides. Ta construction du Moyen-Âge
vaut mieux que ma maison moderne mal isolée. Sauve mes enfants, je t'en supplie. » L'évacuation de la famille Klein révéla les dangers mortels de ces missions de sauvetage. Le trajet de 200 mètres entre leur maison et l'abri de Marcel nécessita près d'1 heure d'efforts épuisants dans la neige qui arrivait à la poitrine des adultes, avec des enfants qu'il fallait porter et des parents affaiblis qu'il fallait soutenir constamment. À plusieurs reprises, l'équipe de secours faillit se perdre dans la poudrerie aveuglante, ne retrouvant son chemin que grâce aux repères que Marcel avait mémorisés avec une précision millimétrique. La deuxième mission visa la maison du garde forestier municipal où vivaient encore 3 personnes âgées qui s'obstinaient à refuser l'évacuation par fierté mal placée. Marcel découvrit une situation dramatique. Ces 3 octogénaires, anciens du village attachés à leurs souvenirs, préféraient mourir chez eux plutôt que d'avouer leur défaite face aux éléments. « Nous sommes nés ici, nous mourrons ici », répétait obstinément le vieux Joseph Müller, frère du maire. « À notre âge, on ne dérange pas les autres avec nos problèmes. » La persuasion de ces anciens têtus nécessita tous les talents de diplomatie et de psychologie de Marcel. Il leur expliqua patiemment que leur mort servirait à rien ni à personne, que leur expérience et leur sagesse étaient précieuses pour la communauté de survivants, que leur présence dans l'abri honorerait ce refuge plutôt que de le déranger. Cette argumentation respectueuse, qui faisait appel à leur dignité plutôt qu'à leur faiblesse, finit par convaincre les 3 vieillards de suivre leur sauveteur dans ce qu'ils considéraient encore comme une humiliation nécessaire. La mission la plus délicate concernait la mairie, où le maire Henri Müller s'obstinait encore à jouer son rôle officiel, malgré l'effondrement complet de toute administration normale. Marcel le trouva seul dans son bureau glacial, tentant encore de rédiger des rapports sur la situation de sa commune pour des autorités départementales avec lesquelles toute communication était coupée depuis 15 jours. Cette fidélité tragique au devoir, cette obstination à maintenir l'ordre républicain face au chaos naturel révélait la noblesse de caractère du magistrat municipal. « Henri, » lui dit Marcel avec simplicité, « ton devoir de maire, c'est de préserver la vie de tes administrés. Tous ceux qui ont accepté de venir dans mon abri vivent et vont bien. Rejoins-nous et continue d'être maire de notre petite communauté souterraine. Nous avons besoin de ton autorité et de ton expérience pour maintenir l'ordre et l'espoir. » Cette reconnaissance de la légitimité politique du maire, cette intégration de l'autorité officielle dans l'organisation de secours témoignait de la sagesse sociale de Marcel qui comprenait l'importance des symboles dans la cohésion d'un groupe. Henri Müller, homme intelligent et réaliste malgré son obstination, finit par reconnaître l'évidence. Son maintien solitaire à la mairie ne servait à rien, alors que sa présence parmi les réfugiés pourrait apporter une autorité morale et légale à cette communauté de fortune. « Tu as raison, Marcel, » avoua-t-il avec humilité. « Ma place est avec mes concitoyens survivants, pas dans ce bureau devenu inutile. Conduis-moi vers ton arche de Noé souterraine. » Ces missions de sauvetage transformèrent définitivement l'image de Marcel aux yeux de ses concitoyens. De fou du village, qu'il était encore quelques semaines plus tôt, il devenait le héros incontesté de la communauté, l'homme providentiel qui avait non seulement prévu la catastrophe, mais aussi organisé méthodiquement le sauvetage de tous ceux qui avaient bien voulu l'écouter. Cette reconnaissance, tardive mais unanime, effaçait toutes les blessures morales du passé et révélait la grandeur d'âme de cet homme simple qui n'avait jamais cherché la gloire, mais seulement à servir utilement sa communauté. À la fin du mois de décembre 1954, l'abri souterrain de Marcel abritait 42 personnes de tous âges, soit près de la moitié de la population du village. Cette communauté hétéroclite mais unie dans l'épreuve fonctionnait harmonieusement sous l'autorité morale, partagée entre Marcel, reconnu comme le chef technique et logistique, et le maire Henri Müller, maintenu dans ses prérogatives civiles. Cette coexistence respectueuse des compétences révélait la maturité sociale exceptionnelle de ces gens simples, que l'épreuve avait révélée à eux-mêmes. Paragraphe 8. Le début de l'année 1945 apporta une aggravation dramatique des conditions météorologiques qui transforma ce qui était déjà l'hiver le plus rigoureux du siècle en véritable catastrophe climatique d'ampleur historique. La première semaine de janvier vit la température descendre à 32 degrés. Record absolu pour l'Alsace,
accompagné de chutes de neige d'une intensité et d'une durée jamais observées dans la région. Cette escalade dans l'extrême confirma, paragraphe 9, le début de l'année 1955 apporta une aggravation dramatique des conditions météorologiques qui transforma ce qui était déjà l'hiver le plus rigoureux du siècle en véritable catastrophe climatique d'ampleur historique. La première semaine de janvier vit la température descendre à 32 degrés Celsius, record absolu pour l'Alsace, accompagné de chutes de neige d'une intensité et d'une durée jamais observées dans la région. Cette escalade dans l'extrême confirma définitivement la justesse des prévisions de Marcel et révéla l'ampleur de la catastrophe que son abri avait permis d'éviter à sa communauté. L'observation extérieure devenait de plus en plus périlleuse, mais Marcel continuait ses sorties de reconnaissance avec un courage qui forçait l'admiration de tous ses compagnons. Ces expéditions révélaient un paysage transformé au point d'être méconnaissable. Le village de Sainte-Marie-aux-Mines avait littéralement disparu sous un manteau de neige de plus de 4 mètres d'épaisseur, ne laissant apparaître que les toits des maisons les plus hautes et les cimes des arbres les plus grands. Cette vision apocalyptique donnait la mesure de ce qui serait arrivé aux habitants sans l'abri providentiel. Les dernières maisons encore habitées montraient des signes d'abandon progressif. Plus aucune fumée ne s'échappait de certaines cheminées depuis plusieurs jours, signe que leurs occupants avaient soit succombé au froid, soit tenté une fuite désespérée vers des refuges hypothétiques. Marcel recensait méticuleusement ces disparitions dans son carnet, conscient qu'il documentait peut-être la plus grande catastrophe humaine de l'histoire locale. Chaque maison éteinte représente des vies perdues, murmurait-il avec tristesse. Des familles que nous aurions pu sauver si l'orgueil ne les avait pas empêchés d'accepter notre aide. Dans l'abri, la vie s'organisait désormais selon un rythme de croisière qui révélait toute la sagesse de la conception initiale de Marcel. Les 42 réfugiés avaient trouvé leur équilibre dans cette micro-société souterraine où chacun avait son rôle, ses responsabilités et sa place dans l'organisation collective. Les enfants grandissaient dans ce monde à part, développant une maturité précoce et des compétences de survie que n'auraient jamais pu leur enseigner leurs parents dans la vie normale. Ces petits apprennent des choses que nous avions oubliées, observait l'institutrice Jeanne Bertrand. Ils redécouvrent les vraies valeurs de l'entraide et de la simplicité. La gestion des ressources alimentaires témoignait de la prévoyance extraordinaire de Marcel. Malgré la présence de 42 personnes, au lieu des 20 initialement prévues, les réserves s'avéraient encore largement suffisantes pour tenir jusqu'au printemps grâce à une organisation rigoureuse et à l'absence totale de gaspillage. Chaque grain de blé était utilisé, chaque épluchure compostée, chaque goutte d'eau recyclée selon un système écologique parfait qui révélait la sagesse ancestrale de ces techniques de survie. Les veillées hivernales dans l'abri prirent une dimension presque mythique, créant une culture orale spécifique à cette communauté de fortune. Marcel racontait les légendes vosgiennes de sa grand-mère. Le maire Müller évoquait l'histoire locale. Les anciens transmettaient leurs souvenirs et leurs savoirs traditionnels, créant un patrimoine immatériel unique né de cette expérience exceptionnelle. Ces récits, enrichis par la situation dramatique que vivait la communauté, prenaient une profondeur et une résonance particulières qui marquaient durablement tous les auditeurs. La solidarité qui s'était développée dans l'abri dépassait largement la simple collaboration de survie pour créer de véritables liens familiaux entre des gens qui se connaissaient à peine quelques mois plus tôt. Les enfants appelaient spontanément « Tonton Marcel », leur sauveur. Les femmes s'échangeaient leurs secrets de cuisine et de médecine traditionnelle. Les hommes partageaient leurs compétences artisanales dans une fraternité virile retrouvée. Cette transformation sociale révélait que l'épreuve partagée peut créer des liens plus solides que des années de voisinage superficiel. L'aspect le plus remarquable de cette période fut l'évolution psychologique de Marcel lui-même. L'homme solitaire et incompris était devenu le patriarche respecté et aimé d'une grande famille adoptive qui le vénérait pour sa prévoyance et sa générosité. Cette reconnaissance tardive mais totale guérissait les blessures morales accumulées pendant des mois de moquerie et d'humiliation. Finalement, confiait-il au maire Müller, il aura fallu cette catastrophe pour que je découvre que j'avais une vraie famille dans ce village.
Les nouvelles du monde extérieur, captées sporadiquement grâce à un poste de radio à galène que Marcel avait fabriqué, révélaient que la catastrophe de Sainte-Marie-aux-Mines s'inscrivait dans un contexte européen dramatique. Cet hiver 1954-1955 faisait des milliers de victimes dans toute l'Europe occidentale, paralysait les transports, ruinait l'agriculture et révélait l'impréparation dramatique des sociétés modernes face aux caprices climatiques extrêmes. Ces informations confortèrent la communauté dans sa conviction d'avoir échappé de justesse à un sort tragique. La correspondance que Marcel tenait méticuleusement révélait sa conscience de vivre un moment historique exceptionnel. Il documentait chaque détail de cette expérience de survie collective, chaque innovation technique, chaque évolution psychologique de la communauté, pressentant que ce témoignage servirait d'enseignement aux générations futures. Ce que nous vivons ici, écrivait-il, prouve que l'homme moderne peut encore survivre aux catastrophes naturelles s'il redécouvre la sagesse de ses ancêtres et l'esprit de solidarité communautaire. L'approche de février apportait l'espoir timide d'une amélioration prochaine des conditions météorologiques, mais aussi l'appréhension de la confrontation avec le monde extérieur, après 3 mois d'isolement total. Comment la communauté souterraine retrouverait-elle sa place dans la société normale ? Comment les liens créés dans l'épreuve résisteraient-ils au retour de la vie ordinaire ? Ces questions préoccupaient de Marcel qui redoutait que la fin de la catastrophe marque aussi la fin de cette fraternité exceptionnelle qu'il avait vue naître sous son toit. Paragraphe 10. Les premiers signes du dégel apparurent timidement vers la mi-février 1955, après 3 mois d'un hiver qui resterait gravé dans la mémoire collective européenne comme le plus rigoureux et le plus meurtrier du XXe siècle. Le 18 février, Marcel observa depuis son poste de guet que la température remontait enfin au-dessus de 20 degrés pour la première fois depuis le début janvier, et surtout que le vent glacial qui avait soufflé sans interruption pendant des semaines commençait à faiblir. Ces signes encourageants, que seul un observateur expérimenté comme lui pouvait interpréter correctement, annonçaient la fin progressive de ce cauchemar climatique. La nouvelle de l'amélioration météorologique se répandit dans la Brie avec une rapidité et un enthousiasme qui révélaient la tension psychologique accumulée par 3 mois de confinement souterrain. Cependant, Marcel tempéra prudemment ses espoirs prématurés en expliquant que le dégel serait nécessairement progressif et que les conditions extérieures resteraient dangereuses pendant plusieurs semaines encore. « La nature nous a enseigné la patience », déclara-t-il lors de l'assemblée quotidienne. « Ne gâchons pas tout par de l'imprudence, maintenant que nous approchons du but. » Les premières sorties d'exploration révélèrent l'ampleur de la catastrophe qui avait frappé Sainte-Marie-aux-Mines et toute la région vosgienne. Le village était méconnaissable, enseveli sous des masses de neige et de glace qui avaient littéralement remodelé le paysage. Plusieurs maisons s'étaient effondrées sous le poids de la neige. D'autres avaient été endommagées par des chutes d'arbres centenaires que la tempête avait déracinés. Plus tragique encore, certaines habitations montraient des signes évidents d'abandon définitif, leurs occupants ayant vraisemblablement succombé au froid ou tenté des fuites désespérées. Le bilan humain de cette catastrophe s'avérait dramatique pour une communauté de moins de 900 âmes. Marcel et ses équipes de reconnaissance dénombrèrent 17 morts confirmés. Personnes âgées, malades ou isolées qui n'avaient pas pu ou voulu rejoindre l'abri de secours. D'autres habitants avaient mystérieusement disparu, probablement morts dans leur tentative de fuite vers des refuges extérieurs, portant le nombre total des victimes à environ 25 personnes, soit près de 3% de la population locale. Cette hécatombe, aussi limitée fut-elle, grâce à l'action de Marcel, marquait profondément la conscience collective du village. Les survivants mesuraient confusément qu'ils devaient leur vie à la prévoyance et à la générosité de cet homme qu'ils avaient ridiculisé quelques mois plus tôt. Cette prise de conscience créait un mélange de reconnaissance éternelle et de culpabilité qui transformerait définitivement les relations sociales dans la communauté villageoise reconstituée. La sortie progressive de l'abri s'organisa selon un plan méticuleux établi par Marcel qui tenait compte des dangers persistants et de la nécessité de rétablir progressivement les services vitaux du village. Les premières équipes se consacrèrent au dégagement des accès aux bâtiments publics, mairies, écoles, églises
et à l'évaluation des dommages subis par les infrastructures communales. Cette organisation efficace révélait que l'expérience de survie collective avait développé chez tous les participants des compétences de leadership et de coordination qu'ils ne soupçonnaient pas posséder. Le retour à la vie normale s'avéra plus compliqué que prévu pour des gens qui avaient vécu 3 mois dans une microsociété parfaitement organisée et solidaire. Les enfants, notamment, supportaient mal de quitter leur famille souterraine pour retrouver l'isolement de leurs foyers familiaux. Les adultes eux-mêmes regrettaient la simplicité et l'authenticité des relations humaines qu'ils avaient découvertes dans l'abri et qui contrastaient douloureusement avec la superficialité de la vie sociale habituelle. Marcel devint naturellement le héros et le guide moral de la communauté reconstituée. Son abri fut transformé en mémorial de cette époque exceptionnelle, visité par des délégations venues de toute l'Alsace pour comprendre comment un homme seul avait pu sauver une communauté entière grâce à sa prévoyance et sa sagesse traditionnelle. Cette reconnaissance régionale, puis nationale, projeta soudain ce modeste horticulteur au rang de célébrité, statut qu'il accepta avec la même simplicité qu'il avait supporté les moqueries. Les autorités départementales et nationales s'intéressèrent de près à l'expérience de Sainte-Marie-aux-Mines pour en tirer des enseignements applicables à la protection civile moderne. Des experts vinrent étudier les techniques de construction et d'organisation de l'abri de Marcel, ses méthodes de prévision météorologique traditionnelles et surtout ses principes de gestion psychologique d'une communauté de survie. Cette reconnaissance officielle consacrait la validité scientifique de savoirs ancestraux que la modernité avait trop rapidement dédaignés. L'hiver 1954-1955 transforma définitivement Marcel Dubois en légende vivante des Vosges, symbole de la sagesse populaire triomphant des certitudes technologiques. Son exemple inspira la création de nombreux abris de secours dans les communes rurales exposées aux risques climatiques, et ses méthodes furent étudiées dans les écoles de protection civile. Plus profondément encore, son histoire devint un apologue sur l'importance de l'humilité face aux forces naturelles et sur la valeur irremplaçable de la solidarité communautaire face à l'adversité. La leçon la plus durable de cette épopée hivernale concernait peut-être la relativité des jugements sociaux et la nécessité de respecter les marginaux visionnaires qui osent penser différemment. Marcel avait prouvé que ceux qu'une époque considère comme des excentriques peuvent être les prophètes lucides des catastrophes à venir et les artisans discrets du salut collectif. Cette leçon d'humilité et de tolérance, payée au prix de 25 vies humaines, marqua durablement la mémoire collective vosgienne et fit de Sainte-Marie-aux-Mines un symbole de résistance communautaire face aux épreuves de l'histoire. L'héritage de Marcel Dubois dépasse largement le cadre de son village natal pour s'inscrire dans la grande tradition française de l'ingéniosité populaire et de la solidarité républicaine. Son abri souterrain, devenu musée et lieu de pèlerinage, rappelle encore aujourd'hui aux visiteurs que la véritable grandeur humaine ne réside pas dans la conformité aux modes dominantes, mais dans la capacité à prévoir, à préparer, et surtout à partager généreusement avec ses semblables les fruits de sa prévoyance et de sa sagesse.